Eh bien, depuis son retour à la Maison-Blanche, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que vous avez pas mal de questions aussi. Mais il y a une chose évidente quand on pense à ces premiers mois de gouvernance Trump, c'est ce rejet fondamental qu'il a du multilatéralisme. Il s'enfuit du G7, il n'a pas confiance dans toutes ces institutions mises en place dans le monde post-1945. Donald Trump, c'est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui croit à son unique capacité à négocier et à nouer des deals. Et c'est comme cela qu'il conçoit la gouvernance, particulièrement les relations interétatiques. Alors peut-être je vous propose qu'on voit ce qu'on sait faire de mieux ici, c'est-à-dire des cartes qui vont nous rappeler justement cette espèce de deal permanent auquel on assiste depuis janvier 2025 et surtout ce rapport à la légalité ou à l'illégalité qui s'estompe avec Donald Trump qui se met à revendiquer des territoires qui bien évidemment n'appartiennent pas aux États-Unis. Le grand deal permanent et la frontière qui s'efface entre le légal et l'illégal. On voit ça avec nos cartes. Sortons nos cartes. Voici le Groenland, territoire autonome sous souveraineté du Danemark, situé entre deux océans majeurs, l'Atlantique et l'Arctique. Le 7 janvier dernier, Trump s'est dit prêt à user de la force pour rattacher le Groenland aux États-Unis. Et tant pis une nouvelle fois si le Danemark fait partie de l'OTAN et si les États-Unis ont signé en 1941 un accord de défense avec Copenhague qui leur permet d'être déjà présents militairement au Groenland. Objectif de Trump, mettre la pression sur les Danois et sur les Groenlandais pour renforcer encore la présence américaine et pour favoriser l'accès des Américains aux minerais précieux de l'île glacée. À présent, direction le Panama, petit État d'Amérique centrale et son fameux canal, artère majeure du commerce international. Construit en partie par les États-Unis, rétrocédé par Washington au Panama en 1999. Trump voudrait revenir sur cette rétrocession. Motif ? Les dirigeants panaméens seraient trop tournés vers la Chine. La Chine avec qui le grand deal a peut-être aussi déjà commencé. Le 17 janvier, Xi Jinping et le nouveau président américain ont eu un premier échange téléphonique que les deux qualifient de positif. Le maintien de l'application chinoise TikTok aux États-Unis serait d'ailleurs un premier signe de détente. Le retour de Donald Trump, Trump 2 à la Maison-Blanche et le grand deal permanent et cette frontière qui s'estompe entre le légal et l'illégal, le non-respect du droit international, notamment dans l'affichage et la revendication de territoires qui n'appartiennent pas aux États-Unis. Des sujets que mes deux invités connaissent par cœur. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour le premier grand live du Dessous des cartes. C'est sympa d'avoir accepté parce que précisément vous représentez ce monde de la recherche, ce monde universitaire sans lequel eh bien, cette émission, le Dessous des cartes, n'existerait pas. Et vous avez accepté de jouer le jeu, de répondre aux questions de tous nos internautes ce soir sur Twitch et sur YouTube. Alors, je vous présente rapidement Amy Green. Oui. Ceux qui suivent les leçons de géopolitique vous connaissent puisque vous avez déjà fait l'objet d'une leçon. Et d'ailleurs, c'était super. C'était top pour moi. Ouais, c'était vraiment une très bonne expérience. Vous êtes politologue. On l'entend peut-être. Vous êtes franco-américaine. Et donc, vous étiez venue pour nous parler justement de votre dernier livre qui est sorti l'année dernière chez Talandier, qui s'appelle L'Amérique face à ses fractures et qui s'intéressait non pas tant à la géopolitique américaine, mais vraiment à la société américaine et ce qui, dans ses fondamentaux, explique cette fragmentation des États-Unis et pourquoi autant d'Américains ont fait confiance à Donald Trump, malgré évidemment cette campagne qui nous a tous marqués par sa grossièreté, par sa violence, etc. Et c'est une interview dont moi aussi je me souviens, donc je suis très contente de vous retrouver ce soir. Moi aussi. Merci aussi à vous, Martin, d'être parmi nous ce soir. Martin Quincet, j'ai bien prononcé. Parfait. Vous êtes directeur du German Marshall Fund des États-Unis à Paris. C'est un think tank qui est spécialisé, ça tombe bien, sur les relations transatlantiques. Et vous êtes particulièrement un spécialiste de la période Obama. Donc vous allez être vraiment à la meilleure des personnes pour nous expliquer ce qui change entre les fondamentaux, on va dire, de la diplomatie pré-Trump 2, pré-Trump 1 aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que Trump en fait change? Comment il bouleverse les fondamentaux de la diplomatie américaine
on peut le dire, depuis 80 ans, depuis 1945. Alors, on va commencer, parce que c'est le principe, par tous les trois, et Julien reste avec moi et je le remercie, par regarder les questions qui nous parviennent déjà. Est-ce qu'il y a déjà des questions que vous voulez poser à Amy et à Martin, justement, sur cette rupture que représente Donald Trump? Donc là, pour l'instant, on a plutôt des remarques qui relèvent des blagues, hein, on va dire. Voilà. Moi, j'ai une question pour vous, Amy. On a beaucoup de mal, en fait, en tout cas vu de France, à répondre à cette question. On sait bien que les Américains ont été surpris, évidemment, par ce début de mandat, comme nous tous, qui voient les fondamentaux de l'économie américaine vaciller un peu, qui voient tous les atermoiements autour des droits de douane, qu'ils ont vu à plusieurs reprises déjà les cours de la bourse s'affoler. Est-ce que quelque chose se passe au sein de l'opinion publique américaine, ou est-ce qu'au fond, en juillet 2025, la société américaine est la même qu'en novembre 2024, quand le vote a eu lieu? Alors, je dirais qu'il y a quelques éléments qui sont en train de bouger, mais en même temps, il est vrai que l'Amérique que j'ai décrit dans mon livre et qui était l'Amérique avant les élections présidentielles, l'élection présidentielle est toujours aussi fracturée, voire parfois plus fracturée. Néanmoins, ce qui est assez intéressant dans les enquêtes d'opinion, on voit toujours un président Trump qui est très divisif, c'est-à-dire que c'est le président avec le taux d'approbation, de favorabilité, on dit en anglais, le plus bas dans l'histoire des États-Unis, de ce qu'on mesure en tout cas à ce moment-là de sa présidence. La dernière fois qu'il y avait un président aussi impopulaire à ce moment, c'était lui-même la première fois. Donc en fait, on voit que Donald Trump n'est pas une figure qui va réussir à unir le peuple américain. Sur certains sujets, que ce soit l'économie, l'immigration, on voit que les Américains sont majoritairement, et globalement, d'accord avec le diagnostic, avec le constat, mais il peut y avoir des questions sur la méthode et la politique pour y arriver. Donc typiquement, je prends rapidement un exemple, c'est les frais de douane, parce que c'est vrai qu'il y a tous les jours, on en parle dans les médias. C'est vrai que c'est une feuilleton qui n'arrive jamais au bout de son chemin. Et effectivement, il y a un nombre d'Américains qui disent, bon, on voit que ça pourrait nous amener quelque part, on voit qu'il peut y avoir un déséquilibre qu'on aimerait bien redresser, mais on ne voit pas très bien jusqu'où on parvient, comment ces frais de douane vont nous aider, quelles sont les douleurs, parfois peut-être temporaires, qu'il va falloir qu'on passe pour y arriver. Et donc, ils sont de moins en moins sûrs. Il y a beaucoup de difficultés économiques dans les foyers, beaucoup de craintes sur la récession qui s'annonce. Donc, effectivement, il peut y avoir un accord global et majoritaire sur le constat, mais pas forcément avec la politique ni la méthode. Alors j'aimerais bien, je ne sais pas si on peut repartir en arrière, je voudrais bien qu'on reste sur... J'ai vu là une question de Jean Gobelin, c'est ça? J'ai vu passer ça. Est-ce qu'on peut remonter un petit peu en arrière, Pierre et Marion, les Pierres d'ailleurs. Tiens, Yacine, on a des questions. Non, mais j'aimais bien la question de... Elle était vraiment intéressante, la question de Jean Gobelin. C'était il demandait en fait si c'était tant une rupture que cela, en fait, la période Trump. Peut-être vous voulez bien répondre. Et c'est vrai qu'on entend souvent cela aussi, c'est-à-dire qu'en fait, Trump ne fait qu'amplifier une tendance qui était déjà en germe pendant la période Obama, notamment le désengagement américain des affaires européennes et ce qu'on a appelé le fameux pivot stratégique vers l'Asie. Donc, est-ce que pour vous, Trump ne fait qu'accélérer, brutaliser un peu une tendance, ou est-ce que ce serait trop faible, au fond, de résumer le Trumpisme comme ça? Je pense qu'il y a une rupture avec Trump. Par contre, c'est vrai qu'il y a une accélération de certaines tendances un peu longues sur le XXIe siècle. Le fait que les États-Unis et le peuple américain souhaitent d'une certaine manière se retirer des affaires européennes, ou en tout cas réduire leur présence en Europe, c'est quelque chose qu'on avait déjà sous Obama, très clairement. L'idée que les Européens ne font pas assez pour se défendre, ne payent pas assez pour leur défense, c'est quelque chose qu'on entend depuis 60 ans aux États-Unis, il n'y a rien de nouveau. Le fait que les États-Unis considèrent que la Chine, c'est la priorité, c'est ça qui doit guider leur politique étrangère pour le XXIe siècle, c'était déjà le cas sous Barack Obama, Trump n'a rien changé. Par contre, là où il y a vraiment une rupture, c'est sur deux choses. Un, le rapport aux alliés. Alors que traditionnellement, depuis 1945, la politique américaine considère que les alliances sont leur principale force dans le monde. C'est parce qu'ils ont des alliés qui vont pouvoir gagner la guerre froide, puis ensuite gagner les différentes compétitions. Donald Trump voit exactement l'inverse. Les alliés sont des boulets aux pieds des États-Unis. C'est ceux qui empêchent les États-Unis d'exprimer vraiment leur puissance. C'est parce qu'il doit s'occuper des problèmes des alliés que les États-Unis s'embarquent dans des guerres qui n'ont aucun sens, doivent payer pour la défense de l'Europe. Ça, c'est vraiment un shift total après Obama. Et le deuxième rupture, c'est ce que vous mentionniez tout à l'heure, c'est le rapport
au multilatéralisme et à la gouvernance internationale. Après 1945, les États-Unis en particulier ont construit un ensemble d'institutions, l'ONU par exemple, pour faire des règles internationales. Ouais. Donald Trump considère que ces institutions, ces règles, sont encore une fois des boulets aux pieds des États-Unis. Ça empêche les États-Unis d'agir comme il faudrait pour défendre les intérêts américains. Et en plus, ces institutions, aux yeux de Trump, ont été sabotées par les acteurs hostiles aux États-Unis, comme la Chine, la Russie ou l'Iran. Il ne considère pas que l'ONU, aujourd'hui, sert les intérêts américains. C'est donc en déconstruisant cet ordre qu'il sert, lui, les intérêts des États-Unis. Ça, c'est vraiment une rupture avec Obama et ses prédécesseurs. Très clair. Il y a une question, je trouve intéressante. Enfin, merci pour vos questions qui sont vraiment toutes super pertinentes. Il y a une question de Baltirm qui justement se demande s'il n'y a pas une sorte de rejet de la démocratie aux États-Unis. Et ça aussi, c'est vraiment une question que tout le monde se pose aux États-Unis, mais au-delà, c'est-à-dire dans quelle mesure, à partir de maintenant, les États-Unis de Donald Trump demeure une démocratie. Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà émis dans une démocratie qu'on peut qualifier de dysfonctionnelle? Et la question qui est très angoissante, c'est est-ce qu'au fond, dans les prochaines échéances électorales, est-ce que Trump va respecter, écouter ce que vont exprimer les urnes au mid-term, c'est au-delà pour la prochaine présidentielle? Est-ce qu'on sait déjà répondre à ces questions? C'est une question énorme, ce sont des questions existentielles, absolument. Ouais. Alors, tout d'abord, je pense que, en fait, ça dépend de l'américain. La question de la crédibilité, la fiabilité, la solidité plutôt de la démocratie américaine dépend vraiment à qui vous posez la question. Bah, typiquement, pendant cette élection présidentielle, les démocrates, ils ont voté principalement pour la défense de la démocratie. Ouais. Certes, il peut y avoir de l'adhésion au parti, à la candidate, mais quand vous allez sonder les électeurs qui s'identifient ou qui ont voté côté démocrate, ils ont dit que c'était vraiment la préoccupation principale. Mais les autres électeurs, ils ont cité normalement l'économie, un peu moins l'immigration, mais il y avait d'autres sujets. Et donc, il y avait vraiment la perception d'une menace démocratique qui était différente selon le parti politique, ce qui suit très bien la rupture et la polarisation aux États-Unis. On a quand même une démocratie aux États-Unis avec des institutions qui sont plutôt solides, mais on peut avoir l'impression quand même que le système de contre-pouvoir ne fonctionne pas de façon aussi robuste que dans le passé. Parce que on a une conception du pouvoir présidentiel qui est vraiment très personnalisée, très centralisée et qui a beaucoup d'ambition d'unifier l'exécutif, c'est-à-dire d'élargir le pouvoir du président pour prendre le pas sur les autres contre-pouvoirs. Et je pense du Congrès qui a une autre branche ou la justice. Donc, en effet, on voit très très mal aujourd'hui des contre-pouvoirs surgissent contre Donald Trump, mais j'ai envie de dire que le contre-pouvoir ultime, c'est la voix des électeurs. Et là, il y a un certain nombre de choses qui plaisent pas aux Américains. Enfin, il y a la question économique qui va sans doute ressurgir à la rentrée quand on a Noël, la récession potentielle. Enfin, on voit la conséquence des frais de douane. Et on a aussi les Américains qui observent les décisions de la justice, qui ont vu ce qui s'est passé à Los Angeles. Donc, à eux de trancher finalement et de décider de soit redonner du pouvoir au Parti républicain ou, au contraire, de dire stop et on va donner au moins peut-être une chambre du Congrès au Parti démocrate. Donc, certes, on est dans une démocratie, mais voilà, vous posez beaucoup de questions vraiment très importantes et j'en conclus sur le fait que ça fait longtemps que les Américains perçoivent un dysfonctionnement au cœur des institutions. Et d'ailleurs, le Trumpisme, ça fait partie des réponses. Oui, c'est ça. Et donc, il y a ce sentiment de désespoir parce que la classe politique est trop installée, trop figée, trop polarisée et il y a une inertie qui qualifie le système américain. Et donc, c'est ça un symptôme du Trumpisme. Alors, il y a plein de questions sur Elon Musk et on va y venir vraiment dans quelques instants. J'en profite parce que plein de questions aussi s'inquiètent beaucoup de savoir où est Ponce. Donc, Angèle, en régie, est-ce que tu peux me dire si on a des nouvelles de Ponce? Parce que là, ils sont très, très inquiets sur le chat. Il est là, il est en route, il est pas loin, j'entends des... Angèle, est-ce que tu me parles? Parce que je suis pas sûre de t'entendre. Allô, allô? Non, il y a un petit problème de connexion avec la régie, mais enfin, il arrive. Il est dans les parfait. Il s'est passé quelque chose de très embêtant aussi, c'est que la carte derrière moi est en train de s'effondrer, mais enfin, je suis sûre que vous allez nous pardonner cela. En tout cas, il y a beaucoup de questions autour de Musk. Oui, on va y venir dans un instant. Je voudrais d'abord qu'ensemble, on regarde cette photo à laquelle il a été fait référence dans le chat, parce qu'on parle de rupture. Cette photo, elle en est une, bien sûr. C'est la photo dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Est-ce qu'on peut la voir en régie
Donc on est dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Rappelle-moi, Julien, c'était en février, hein, c'est ça 28 février. C'est en février 2025, le 28 février 2025. 28 février dernier. Et sur cette photo, qu'est-ce qu'on voit? On voit Donald Trump, on voit son vice-président J.D. Vance et il reçoit Volodymyr Zelensky. Zelensky, ce jour-là, il est là pour supplier les États-Unis d'Amérique de continuer d'aider l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens savent très bien que sans l'aide américaine, notamment pour la défense antiaérienne, pour les moyens de renseignement, etc., sans cette aide américaine pour les missiles Patriot, sans cette aide américaine, les Ukrainiens vont être très affaiblis. Et c'est une rupture historique. Donald Trump et J.D. Vance traitent quasiment Volodymyr Zelensky comme un faiseur de guerre, ou en tout cas le mettent quasiment sur le même plan que Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre un leader d'un pays démocratique qui respecte le droit international, qui respecte les frontières souveraines d'un État, et un autocrate, certains diront un dictateur, qui a violé les frontières d'un État souverain, l'Ukraine. Est-ce qu'au fond, on a tous bien intégré la rupture qui s'est produite ce jour-là dans le bureau ovale de la Maison-Blanche? Je pense qu'en effet, c'était un moment historique, un moment qui restera comme un des symboles de cette présidence Trump. Sur le fond, moi, je mettrais quand même un guillemet, pour deux raisons. D'abord parce que l'administration Biden était très agacée par Zelensky également. C'est une situation qui avait mis l'administration Biden en difficulté parce que un certain nombre d'électeurs américains et au Congrès, l'idée de devoir continuer à financer l'effort de guerre ukrainien pour se défendre face à la Russie n'était pas particulièrement populaire auprès de certains électeurs particuliers. Et on avait vu ça lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, où le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden avait pris la parole pour dire aux Ukrainiens « Maintenant, il est temps de montrer de la gratitude ». Et ça avait beaucoup marqué, ça avait beaucoup choqué, parce qu'évidemment, les Ukrainiens se battent pour la survie de leur pays, et le conseiller, mais c'était l'époque de Biden, et déjà à l'époque, on sentait... C'était déjà dans la psyché américaine. Il y avait un agacement par rapport à cette relation. Donald Trump rajoute à ça deux choses. D'abord, il a un problème personnel avec Zelensky et avec l'Ukraine, parce qu'il rattache à ce pays son expérience de l'impeachment. Le moment où, durant l'élection, après l'élection de Joe Biden, il a été poursuivi par le Congrès américain parce qu'on a considéré qu'il avait utilisé sa position vis-à-vis de l'Ukraine pour retirer des choses et c'était illégal. Ça, il avait vécu ça comme une chasse aux sorcières et il a toujours considéré que Zelensky ne l'avait pas aidé. La deuxième chose, c'est que lui-même voit ce rapport entre la Russie et l'Ukraine comme un rapport entre un fort et un faible. Et plus que la démocratie et l'autocratie, Donald Trump soutient les forts. C'est pas pour moi être pro-russe ou pro-ukrainien. Il regarde ce qu'il se passe. Il juge que les Ukrainiens ne peuvent pas gagner, ce qui est son analyse, et en cela, il soutient le fort. C'est ça, c'est le rapport de force uniquement qui l'intéresse. Absolument. Même si vous avez peut-être vu ce documentaire d'Antoine Wittkin, il y a aussi eu beaucoup d'enquêtes, et c'est quelque chose d'assez documenté, sur des liens très anciens qui existeraient entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce que ça pèse aussi dans l'équation du moment, Amy? Alors oui, au cœur de l'opinion publique américaine, c'était un point qui était assez choquant d'ailleurs. Même si vous parlez à des républicains qui sont assez pro-Trump, voire très pro-Trump, ou des démocrates, c'est vrai que ce rapprochement de la Russie, qui était vraiment en rupture avec la position américaine depuis l'après-guerre, était quelque chose qui a beaucoup interpellé, qui a interrogé avant l'élection et qui continue quand même de travailler l'opinion. Donc c'est vrai que ce n'était pas une mince affaire pour les Américains qui n'ont pas compris pourquoi et qui comprennent toujours pourquoi et quel est le lien effectivement qu'on a du mal à cerner entre Trump et la Russie, voire Poutine. Alors, peut-être je vais vous poser la question à vous. Si vous voulez, on a des cartes pour justement mesurer cette rupture historique et revivre tout l'historique justement de cette hostilité entre Washington et Moscou pendant la guerre froide, bien sûr, qui a structuré les relations internationales depuis 1945. Dites-nous sur le chat, est-ce que ça vous intéresse, un petit magnéto d'une minute qui revient justement sur cette histoire de la relation Washington-Moscou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Qui dit oui, qui dit non? Allez. Oui, Arwala, elle a très envie. Alors, on regarde ce petit magnéto et juste après, Julien, tu vas nous faire une petite synthèse de toutes les questions qui sont en effet posées sur Elon Musk et on regardera ce qui se passe dans l'espace avec les satellites d'Elon Musk. Mais tout de suite, les relations Washington-Moscou depuis 1945. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les troupes soviétiques sont à Berlin.
Elles sont présentes en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie et occupent une partie de l'Autriche et de l'Allemagne. Les troupes alliées, menées par les Américains, occupent les autres parties de ces deux pays. En 1948, face à la menace que représente l'expansionnisme soviétique pour le reste de l'Europe, un premier traité est conclu à Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Il prévoit une assistance militaire automatique en cas d'agression entre les démocraties signataires. Avril 1949, un nouveau traité est signé qui inclut le Danemark, l'Islande, l'Italie, la Norvège, le Portugal, le Canada et surtout les États-Unis, lesquels ne souhaitent pas laisser les Européens assurer seuls leur défense face aux Soviétiques. C'est la naissance de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Selon son article 5, une attaque contre un membre de l'Alliance est une attaque contre tous les alliés et entraînera une réponse collective de leur part. 1955, c'est au tour de l'Allemagne de l'Ouest, la RFA, d'intégrer l'OTAN. 1989-91, c'est la chute du mur de Berlin, la réunification des deux Allemagnes, la fin du pacte de Varsovie et la dissolution de l'URSS. Beaucoup s'interrogent alors sur la nécessité de maintenir l'OTAN, dès lors que son ennemi originel n'existe plus. Sauf qu'entre 1999 et 2009, les pays de l'Est européen demandent à rejoindre l'OTAN pour se prémunir d'une nouvelle menace russe. 2000, c'est Vladimir Poutine qui arrive au pouvoir en Russie. Tchétchénie, Géorgie, annexion de la Crimée en 2014, puis invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022, la machine expansionniste russe s'est remise en marche, redonnant toute sa raison d'être à l'OTAN. Voilà pour ce petit récap avec ce qu'on préfère, les cartes sur justement cette historique des relations Washington-Moscou et donc la rupture fondamentale que représente ce nouveau mandat de Donald Trump et cette reprise de lien avec Vladimir Poutine en dépit de l'invasion russe de l'Ukraine et avant ça d'annexion de la Crimée. Alors il y a plein, vous êtes très nombreux ici à poser plein de questions sur un autre personnage très important de cette nouvelle histoire américaine, c'est Elon Musk, quelqu'un que tu connais très bien puisque je vais vous préciser que mon adjoint Julien Lebot, il est très spécialisé dans deux domaines en particulier, le climat et la tech, et notamment il a fait un bouquin et un documentaire passionnant sur Mark Zuckerberg. Donc Elon Musk, tu le connais un petit peu, et donc tu es très sensible aux questions qui sont posées sur le personnage. Oui, voilà, alors merci, vous êtes très nombreux à poser des questions effectivement sur le fait que d'abord Elon Musk évidemment ait participé et largement même financé la campagne de Donald Trump, puis ait été placé à la tête du DOGE, ce fameux département de l'efficacité gouvernementale. Et puis là, depuis quelques jours, c'est effectivement le clash entre ces deux égos, ces deux individus. Après la bromance, comme on dit parfois, c'est vraiment le clash. Et donc, les questions qui ressortent sont les suivantes. Grosso modo, c'est la création du nouveau parti politique de Musk. Ouais. Peut-elle réellement changer le bipartisme aux États-Unis ou donner un élan en vue de fracturer ce bipartisme? Ça, c'est une question de Anna Forêt. Peut-être je me tourne vers vous, Ami. Alors, c'est une initiative qui n'a pas beaucoup de sens, sauf pour enquiquiner le président. Effectivement, il y a beaucoup d'obstacles juridiques, financiers pour lancer un parti. D'ailleurs, il a annoncé, mais il ne l'a pas créé. Pas encore, voilà. Ouais, parce que des statuts, c'est très compliqué. Puis c'est multi-échats, c'est-à-dire c'est dans les États fédérés. On en a 50 quand même, plus l'État fédéral. Donc, ça fait beaucoup d'obstacles. Et puis, il y a des seuils en termes de limites qu'on peut contribuer. Donc finalement, il faudra des milliers de personnes à Musk pour lancer un parti. Et ensuite, il faut l'incarner, il faut avoir un programme. En fait, ce qui serait beaucoup plus stratégique, si j'étais à la place d'Elon Musk, c'était de faire ce qu'il a fait pour Donald Trump. Ouais. Il va contribuer de façon illimitée à des super PAC, des comités d'action politique aux États-Unis qui ne sont pas rattachés à un candidat, une candidate, mais qui soutient des causes et donc qui soutient des candidatures. Donc, c'est pas un financement direct des candidats, mais c'est un financement d'un écosystème. Comment vous l'expliquez, la rupture d'ailleurs entre ces deux personnages, Donald Trump et Elon Musk? La rupture était un peu attendue parce qu'on avait des personnalités qui ne pouvaient pas... Parce que ça semblait quand même difficile de tenir avec deux personnalités, deux égos qui ne peuvent être que numéro un et qui n'acceptaient pas que l'autre lui fasse de l'ombre. Après, il y a une différence politique très fondamentale sur la loi budgétaire qui vient de passer. Elon Musk et c'était le principe du DOGE, souhaitait couper dans le déficit des États-Unis. Couper pour pouvoir réduire la dette américaine. La nouvelle loi budgétaire qui a été passée par Trump et la coalition républicaine va augmenter cette dette de plusieurs trillions de dollars. La fameuse Big Beautiful Bill. La Big Beautiful Bill. Et là-dessus, on a une fracture fondamentale. Il devenait
presque impossible pour Musk de soutenir une loi qui allait à l'encontre de tout ce qu'il a proposé, et durant la campagne et sous le Dodge. Un point sur l'idée du troisième parti, parce que c'est vrai que pour nous, Européens, Français, c'est compliqué de comprendre pourquoi les États-Unis ont toujours ce système à deux partis. En fait, c'est très très compliqué d'être candidat à des élections aux États-Unis, alors pas forcément aux élections présidentielles, mais les élections locales, parce que les règles dépendent des États. Et donc, chaque État a des règles différentes. Et ces règles, parfois, sont contrôlées elles-mêmes par les deux partis. Donc, les démocrates et les républicains n'ont aucun intérêt à rendre facile l'entrée de nouveaux candidats. Je vais vous donner un exemple. Il y a eu un candidat en 2024, l'année dernière, qui voulait se présenter. Et dans l'État du Wisconsin, il lui a posé des problèmes parce qu'il n'avait pas bien agrafé les 2 pages de son profil pour être candidat. Et le comité de sélection avait dit non, c'était pas agrafé. Pour nous, c'est un problème, vous ne pouvez pas être candidat. Donc, en fait, les deux partis ont intérêt à bloquer le système et à empêcher la création d'un troisième parti. C'est super clair. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On va vous quitter avec justement un magnéto et des cartes qui nous racontent ce pouvoir qu'a Elon Musk sur Terre, mais surtout dans l'espace, avec tous ces satellites dont il a constellé l'espace. Ça s'appelle la privatisation de l'espace, tout simplement, et c'est un nouvel espace géopolitique qu'il faut suivre de très près. Merci d'avoir participé à ce premier live. On regarde le magnéto et juste après, surprise, 2 ponces pour le prix d'un, je ne vous en dis pas plus. Historiquement, l'orbite géostationnaire située à 36 000 km d'altitude était la plus occupée, parce que c'est la distance à laquelle un satellite peut tourner de manière synchrone avec la Terre, ce qui permet de faire pointer les antennes terrestres vers un point fixe. Mais aujourd'hui, les orbites basses sont privilégiées parce qu'elles sont beaucoup moins chères à atteindre et qu'une connexion continue est désormais possible via le passage de relais d'un satellite à un autre. C'est notamment le cas pour la flotte de satellites Starlink de SpaceX. Starlink, actif depuis 2019, est un réseau de satellites très léger, envoyés par dizaines à chaque lancement, dont l'objectif est de fournir un accès Internet en tout point de la Terre grâce à un simple récepteur. 7000 de ces satellites sont opérationnels et leur nombre devrait atteindre 12 000 prochainement, voire 42 000 à terme, selon les déclarations d'Elon Musk. Et ces milliers de satellites d'Elon Musk dans le ciel sont notamment devenus vitaux pour les Ukrainiens, à la fois pour surveiller les mouvements de l'armée russe, mais aussi pour conserver des moyens de communication, des liaisons Internet notamment, quand les Russes s'emploient à les détruire ou à les brouiller. Elon Musk, qui connaît parfaitement son pouvoir, lui qui écrivait le mois dernier « Mon système Starlink est la colonne vertébrale de l'armée ukrainienne, toute leur ligne de front s'effondrerait si je l'éteignais ». Voilà pour cette privatisation de l'espace selon Elon Musk. Et attention, on va vivre maintenant un événement historique, je crois. C'est donc le premier live du Dessous des cartes. Vous êtes super nombreux à la fois sur Twitch et sur YouTube. Et on va vous permettre de vivre une expérience que vous n'avez jamais vécue, puisque vous allez voir 2 ponces en même temps. Il y a un ponce PONS, il y a un ponce PONCE. Il y en a un qui est un immense streamer, une star du streaming qui est mon parrain ce soir. Et je viens de toucher mon micro. Et il y a aussi Vincent Ponce qui, lui, est à Harvard, qui est en direct avec nous dans ce live et qui va nous raconter comment, à Harvard, eh bien, les universitaires vivent les attaques violentes que l'administration Trump porte, au fond, au monde du savoir en général. Donc attention, c'est le moment très attendu de Ponce sur ce plateau. Bonsoir, Ponce. Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut. Ben, merci beaucoup. Je suis très contente, on est super content avec Julien de te rencontrer. Je remercie toute l'équipe du numérique d'Arte, Pierre, Guillemette, qui ont rendu cette rencontre possible. Donc 2 ponces, c'est quand même ça, t'as jamais vécu ça. C'est quand même 2 ponces, c'est rare. C'est très rare. C'est précieux même. C'est précieux. Et bon voilà, nous on est très contents parce qu'on découvre un peu cet univers qui est Twitch. J'espère que ça va, je fais bien. Est-ce que je réponds assez à vos questions? Franchement, oui, c'est même assez impressionnant parce que tu as l'œil sur le chat, tu vois ce qui se passe. C'est difficile son métier quand même.
Ouais. Oui, il y a des difficultés dans plein de choses. C'est des habitudes. Après, plusieurs. On a des petits logiciels pour s'aider à hiérarchiser. C'est ça. Parce qu'ils sont quand même très nombreux. Et puis, je vais dire quand même derrière le chat, en effet, il y a Pierre Simon, il y a Pierre Le Damani, il y a Marion Lebourte et il y a Anna Touchard, notre stagiaire géniale qui a été vraiment très précieuse dans la préparation de cette soirée. Donc, Ponce, je présente pas tout ce que tu fais parce que sinon je vais être ridicule, hein, parce que sur Twitch, c'est toi la star. Bon. Et non seulement tu es un streamer, donc il y a les jeux vidéo de ça, mais il y a surtout en fait ton attention portée à la culture générale, puisqu'il y a des quiz réguliers. Oui. Il y a tout ce que... Tu es un ancien prof de maths, c'est ça, ou toujours prof de maths? Non, j'ai enseigné en tant que vacataire en plus. En tant que vacataire. Et puis tu fais des choses formidables, notamment récemment avec Médecins sans frontières. Exact. Une opération pour récolter des fonds pour les civils gazaouis. Oui, tout à fait. C'est des actions caritatives. Ça arrive assez souvent, effectivement, sur Twitch, vu que ce direct et ces communautés engagées, ça donne envie aussi de s'investir dans ce genre d'initiative. Donc, le caritatif sur Twitch, c'est quelque chose qu'on fait quand même dès que possible. On peut pas toujours demander de l'argent aux gens et on peut pas faire que parler de ces causes-là, mais on fait ça assez souvent. Et puis, pour ce qui est de la culture sur Twitch, oui, effectivement, donc c'est un jeu que je fais le lundi après-midi. J'ai regardé, du coup. C'est vrai? Ouais, bah oui, évidemment. T'as regardé quand? Hier? J'ai regardé hier. Ok. Ouais, hier, c'était une game un petit peu particulière, si je peux me permettre, mais ouais, non, il était très marrant, ton acolyte. Voilà, je sais pas, j'ai regardé un truc en replay. Tu as regardé une rediff, tu as dû regarder. Parce qu'en fait, parfois, j'invite des gens et j'essaye de faire effectivement un questionnaire un peu à leur image. D'accord. Et comme ça, on en apprend plus sur ces gens, quoi. Super. En tout cas, ce qui est marrant, c'est dans le maître des fleurs, enfin, quand tu poses des questions, souvent, tu vas même sur de la carte, c'est-à-dire que tu fais de la vérification en direct. Oui. Ce qui lie un peu le dessous des cartes au travail que tu essaies de mener, qui est finalement d'aider à ce qu'on puisse venir s'interroger sur le monde, regarder, prendre Street View, aller se promener ici ou là. Voilà. Moi, j'ai cette curiosité. Quand j'étais petit, on n'avait pas ces outils-là, etc. Et je faisais que demander à mes parents, on est où là? On est à combien de temps? C'est combien de kilomètres? Et ça a été fait quand? Et je posais tout le temps des questions, ils en pouvaient plus. C'est formidable, les enfants comme ça. On veut tous des enfants comme ça. Ça peut être fatigant, Et du coup, c'est vrai qu'avec les smartphones, maintenant, on a tout ça à portée de main. Et moi, c'est vrai que quand j'arrive dans un endroit, une ville, hop, je regarde le nombre d'habitants, je regarde à peu près où c'est, etc. Et j'essaye d'amener ça sur le maître des fleurs, cette espèce de curiosité. Et donc, on est très flattés parce qu'il paraît que tu es un fan ancien du dessous des cartes. Enfin, ancien, tu as 33 ans. Donc c'est ça. Je sais que... En fait, tu as l'âge de l'émission. Exactement. Enfin, j'ai un an de moins. Un an de moins. Parce que si je dis pas de bêtises, oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai dit. C'est 90. Ouais. 24 novembre 1990, on avait prévu le test pour toi. Moi, je suis pas prof de maths. Mais il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions. Et raconte-nous ton histoire avec le dessous des cartes, justement. Du coup, c'est ça, c'est cette curiosité que je peux avoir. Par exemple, moi, j'ai ce plaisir à être juste au-dessus, littéralement, d'une carte. Là, par exemple, il y a une carte derrière, elle peut m'absorber. Juste à regarder, voilà. Dans mon bureau d'habitude. Oui. Et en fait, ça rend vachement curieux. Et parfois, se dire, ok, ces frontières-là, d'où elles sortent, pourquoi il y a des frontières en pointillés, vraiment des questions extrêmement simples. Et puis parfois aussi sur l'actualité, c'est-à-dire qu'il se passe un conflit, il se passe des choses, et j'ai envie d'en savoir plus. Et c'est comme ça que je suis tombé très rapidement sur le dessous des cartes. Et notamment depuis que vous faites énormément de choses sur, il y a tout sur YouTube, quoi. Enfin, quasiment tout sur YouTube. Et du coup, c'est vrai que je me nourris beaucoup de ça. Dès qu'il se passe des choses, d'un point de vue géopolitique, j'ai au moins vos explications, quoi. Et alors justement, dans les formats qu'on fait sur Internet, il y a des leçons de géopolitique. On contacte des chercheurs qui sont parfois très loin, parce que grâce à Internet, parce qu'on a souvent tendance à oublier le côté un peu utopique d'Internet, voilà, quand on a besoin de parler de la Turquie, on peut aller en Turquie. Quand on veut appeler quelqu'un aux États-Unis, on peut le faire. Et justement... c'est l'heure de retrouver l'autre Ponce. Vincent Ponce, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir, oui, très bien. Bonsoir Vincent, merci beaucoup. Pardon, on vous a fait un peu attendre. On a déjà un petit peu bousculé le conducteur. C'est la découverte du live. Merci pour votre patience, Vincent Ponce, PONS. Et donc, je l'ai dit, vous êtes professeur à la Harvard Business School. Merci d'être avec nous parce que c'est très important aussi, je crois, de comprendre cette rupture que représente le Trumpisme vis-à-vis du savoir et de la connaissance. Harvard, d'une certaine manière, c'est vraiment comme une sorte de bouc émissaire number one que semble s'être choisi Donald Trump. Il cible particulièrement le président de votre université. Il a sabré drastiquement dans l'enveloppe que l'État fédéral accordait jusque-là à cette université dont on va rappeler qu'elle est numéro 1 régulièrement dans les classements de Shanghai. Donc, quel est au fond le raisonnement de Donald Trump lorsqu'il décide de s'en prendre au fleuron de l'excellence universitaire américaine? Première question. Et comment à Harvard vous vivez cela? J'imagine que le quotidien a beaucoup changé ces dernières semaines.
Je pense que le raisonnement de Trump, s'il y en a un, c'est d'utiliser Harvard comme non seulement un bouc émissaire, mais aussi une façon d'envoyer un signal à toutes les autres universités. En gros, ce que Trump dit, c'est attention, si vous ne vous pliez pas à mes exigences, voici ce qui pourrait vous arriver. Il y a aussi sans doute un comportement un peu instinctif, puisque Trump, on le connaît, il a cette habitude de choisir des victimes, qu'il s'agisse d'universités ou de cabinets d'avocats. Alors la réaction sur le campus, à la fois des professeurs et des étudiants, c'était la consternation, une très grande inquiétude, mais aussi une fierté d'être l'une des rares organisations, l'une des rares institutions qui résistaient à cette ingérence du pouvoir fédéral. Je renvoie d'ailleurs sur le replay d'un excellent live de Scope que produit également Arte, qui s'était intéressé spécifiquement justement à ce que Trump faisait à la science et au savoir. Et je sais que vous êtes un spécialiste du fonctionnement de la démocratie. Est-ce qu'on peut généraliser les choses et dire qu'un leader populiste, et semble-t-il Donald Trump rentre dans cette catégorie, les leaders populistes par principe et par définition, ils s'en prennent toujours aux intellectuels, ils s'en prennent toujours à la connaissance, au savoir, à la recherche, au fond, à la rationalité, par opposition peut-être aux émotions dans ce qu'elles peuvent avoir de plus bestial? Oui, c'est un peu l'un des traits auxquels on peut reconnaître le populisme en Europe. Si on regarde ce que Viktor Orban a fait, par exemple, il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour faire pression sur l'Université d'Europe centrale, qui était installée à Budapest et qui a été forcée, du coup, de se réinstaller à Vienne. Donc, ce que fait Trump est pas quelque chose d'anodin et c'est pas non plus quelque chose de tout à fait nouveau. On se souvient de la révolution culturelle en Chine où, là aussi, c'est au départ les universités qui ont d'abord été visées. On a envie, avec vous, Vincent, de prendre des nouvelles des étudiants étrangers d'Harvard, parce qu'il y a les déclarations tonitruantes de Donald Trump et parfois la réalité qui est un peu différente. On sait qu'il y a eu cette annonce pour dire que les visas de séjour ne seraient plus accordés, voire seraient retirés aux étudiants américains d'Harvard. On sait que c'est l'une des facultés au monde qui accueille le plus d'étrangers et ça fait partie du soft power américain. C'est en cela que ça semble bien sûr absurde. Comment y vont les étudiants étrangers du campus d'Harvard ? Vous avez raison, et ces étudiants étrangers, ils font partie aussi tout simplement de notre mission, qui est une mission d'enseignement, une mission qui est pas seulement américaine, mais une mission globale. Je crois qu'il y a un quart de nos étudiants qui sont des étudiants étrangers à la business school où je suis professeur, c'est un tiers des étudiants. Donc, faut vous imaginer un amphithéâtre où j'enseigne à 90 étudiants. Si les décisions de Trump concernant les étudiants étrangers étaient appliquées, il y aurait une chaise sur 3 qui serait laissée vacante. Donc, les étudiants sont évidemment très inquiets. Alors, pour l'instant, il y a eu des décisions de justice temporaires qui ont été favorables à Harvard en disant que le décret présidentiel était sans doute illégal et donc les étudiants qui sont en cours de scolarité et ceux qui s'apprêtaient à débuter les cours en septembre vont pouvoir venir sur le campus, mais il y a évidemment une très grande incertitude et on se met à la place de ces étudiants, de ces familles qui ne savent pas de quoi l'avenir sera fait, qui ont beaucoup travaillé évidemment pour être acceptés à Harvard et qui aujourd'hui ne savent pas si dans 6 mois, dans 1 an, ils pourront continuer leurs études. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, nous, on est tout le temps en contact avec des universitaires, avec des chercheurs, avec des thésards. Et quand même, ça faisait partie des rêves de certains que de pouvoir espérer aller faire un post-doc aux États-Unis, à Harvard, dans ces grandes facs prestigieuses du monde anglo-saxon. Est-ce qu'aujourd'hui, Vincent, vous voyez déjà des collègues universitaires qui sont en train de préparer leur bagage, de quitter les États-Unis, au fond de ne pas avoir envie de vivre plus longtemps les États-Unis Donald Trump? Il y a quelques collègues dans ce cas-là, mais moi ce que j'ai constaté c'est plutôt que le fait de subir les attaques de Trump et du pouvoir exécutif américain a resserré les rangs à l'université, parce que Harvard c'est un nom, mais en fait derrière ce nom il y a plusieurs écoles qui ont chacune une certaine autonomie. Il y a la business school, il y a la Harvard Kennedy School, donc l'école de gouvernement, il y a l'école de santé publique, il y a l'école qui étudie les questions religieuses. Ces écoles sont un peu éparpillées, il y a un campus central, mais il y a des écoles un peu partout dans Boston, et donc chacun en général vit sa vie, voit ses collègues immédiats, et là
bien les rangs se resserrent. Moi, j'ai participé, par exemple, pour la première fois à la cérémonie de remise des diplômes où tous les profs défilent, il y a les étudiants de toutes ces écoles qui se rassemblent pour recevoir leur diplôme et on se sent vraiment faire partie de cette institution. C'est un mécanisme assez classique lorsqu'on a un ennemi commun, en l'occurrence un ennemi qu'on n'a évidemment pas choisi et qu'on aurait préféré éviter. Tout le monde eh bien, se rapproche. Toute petite dernière question pour répondre à l'une des questions du chat que je vois plus là, mais peut-être si on monte un tout petit peu en arrière, je crois que c'était Smooth, un nom comme ça, qui demandait quelles conséquences le Trumpisme, ce rapport de Trump au savoir, allait avoir sur la recherche européenne. Je ne sais pas si on peut revoir cette question. Pierre, je pourrais pas la mettre là, mais en tout cas, je l'ai bien osé cette question. Merci beaucoup. Quel impact au fond pour les chercheurs européens, ce qui se passe aux États-Unis? Alors, je vais d'abord vous parler de l'impact pour la recherche américaine, puisque c'est un impact qui est évidemment négatif. La recherche dépend en grande partie de subventions publiques, que ça soit aux États-Unis ou en Europe, et c'est normal. Les retombées de la recherche bénéficient à tous, pas seulement évidemment aux chercheurs qui sont l'auteur de ces programmes de recherche, qu'il s'agisse de recherche sur les maladies rares, de recherche en sciences fondamentales, de recherche en sciences sociales. Donc, si les subventions s'interrompent, elles ne peuvent qu'être en partie remplacées par d'autres sources de financement. Alors l'espoir, c'est que peut-être en Europe, les pays européens puissent accueillir certains de ces chercheurs qui étaient basés aux États-Unis et dont les subventions diminuent, mais pour ça, il faut mettre évidemment des moyens qui sont à la hauteur des moyens qui jusqu'à présent étaient dévolus aux universités et à la recherche aux États-Unis. Et pour l'instant, l'Europe n'est pas encore là, mais il faut espérer que cet investissement ait lieu. Vous avez répondu à la question de Damien Clem et aussi, il y en avait une autre, je crois, de Style Baptiste qui se demandait justement si on avait des nouvelles de l'état de la recherche aux États-Unis. Merci 1000 fois, Vincent Ponce, d'avoir été en direct avec nous d'Harvard. Il est quelle heure chez vous ? Il est 14h04. Bon, l'heure d'aller prendre un bon café avant de se remettre au boulot. Merci encore.